Bonjour à tous, merci d'être venus en nombre si tôt dans l'après-midi et pas seulement pour l'apéro ce soir. Ça fait plaisir. On avait peur de se retrouver entre gens de l'équipe, mais ça fait plaisir. Alors, je vous explique rapidement le programme de l'après-midi. On va vous faire une présentation d'1 heure, mais honnêtement, elle est bien. Franchement, elle est bien, vous n'allez pas à vous ennuyer. Au pire, il y a des pop-corn. Vous avez de quoi grignoter. Essayez de pas tous manger en même temps, sinon on va plus s'entendre. On a essayé de ne pas faire quelque chose de hyper basique en vous présentant le jeu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Mais plus vous réexpliquer en 3 ans, parce que le jeu il a pris 3 ans de développement, tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous a amené à arriver aujourd'hui au résultat que c'est. Ensuite, une fois que cette conférence elle est terminée, on va faire un let's play avec 4 personnes qui ont contribué au développement du jeu pour que vous puissiez voir sur le grand écran qu'est-ce que c'est ce jeu. Ensuite, vous allez pouvoir les tester sur les spots de démo, sachant qu'il y a également un spot de démo d'autres jeux de la pleine image. Et c'était important pour nous aussi de laisser la place à d'autres créateurs sur cet événement. Et puis après, il y aura un apéro, vous pourrez continuer à jouer pendant l'apéro en buvant des bières, parce que le jeu se joue à une main, donc vous pourrez avoir la bière dans l'autre. Il y a la notice sur les verres, vous verrez, c'est facile. Main gauche la bière, main droite la manette, ou l'inverse si vous êtes gaucher. J'espère qu'il n'y a pas trop de gauchers, ils risquent de galérer. Je vais laisser tout de suite la place à Dominique de Shibuya Productions, qui est l'un de nos coproducteurs sur ce jeu, et qui m'a dit « Maxence, je veux dire un mot parce que c'était tellement exceptionnel de travailler avec toi que je voulais l'exprimer au plus grand nombre, donc je la laisse faire, je pense qu'elle le dira mieux que moi. » Merci Maxence. Alors, j'ai pas intérêt à être ennuyeuse parce que je vais être rapide et concise. Alors oui, c'est vrai, c'était exceptionnel de travailler avec Maxence. Ça fait 2 ans et demi qu'on se parle régulièrement. C'est génial. En fait, moi, je suis productrice chez Shibuya Productions. C'est une entreprise monégasque de production de jeux vidéo, bien sûr, et de dessins animés et de films d'animation. En fait, dans le cadre de nos activités, on organise aussi un événement à Monaco aussi qui s'appelle le Magic. Et en fait, c'est une journée qui traite ces univers de pop culture, donc le jeu vidéo, l'animation, le manga, le comics. Et au sein de cet événement, on organise un concours de création de jeux vidéo. Et en fait, 3D Duo en sont les vainqueurs de notre édition 2016. Donc, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui d'assister au lancement de ce jeu et d'avoir travaillé avec toi. Tu vas me manquer, tu sais. Et donc voilà, donc en fait, les gars ont gagné 100 000 € d'investissement de la part de Shibuya Productions. Et donc, on est fiers d'avoir contribué à ce projet. On espère que tout se passera à merveille. Et je pense que j'ai tout dit, à moins que j'ai oublié quelque chose de primordial. Ah oui, c'est vrai, merci. Notre prochaine édition du Magic est le 9 mars 2019. Et d'ailleurs, c'est vrai, j'ai ouvert les inscriptions au nouveau concours de création de jeux vidéo hier. Donc, peut-être si vous pouvez passer l'information. En fait, le but de ce concours, c'est vraiment en fait de soutenir les nouveaux talents en fait qu'ils puissent émerger en fait à nos côtés et qu'on puisse travailler ensemble et qu'on fasse un travail d'équipe et pour tout faire pour que le jeu après soit un succès commercial. Donc, on est très fiers de ça. Voilà. Merci beaucoup et écoutez, bonne conférence et ensuite bonne bière et après bon jeu aussi. Voilà. Merci. Merci Dominique. On va rentrer dans le vif du sujet avec un grand homme pour ce projet qui a la particularité d'être producteur du projet parce qu'il a imaginé plein de trucs sur ce jeu, il va tout vous expliquer et il a surtout veillé à ce qu'à chaque fois, tout au long des 3 ans de développement, ce qu'il avait dans son cœur et dans ses tripes soit conservé. Et il était aussi lead développeur sur le projet. Donc voilà, ça me semblait essentiel de lui donner une place importante aujourd'hui pour qu'il puisse vous expliquer tout ça. Et je lui laisse la parole. Maxime, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Donc, moi je vais vous parler plutôt de la genèse un petit peu du projet, comment on en est arrivé là, pourquoi on a fait ça et comment on a fait ça. Alors, ça va pas être très long, je vous rassure. Alors voilà, le projet Epic Loon peut se résumer par cette équation qui
au premier abord, n'a aucun sens. L'équation est la suivante. 3D duo plus boulangerie égale Macral plus antilope. Alors là, vous dites, ok, le mec, il a commencé l'apéro sans nous, c'est pas très gentil. Mais pas du tout, vous allez voir, c'est très simple. Il faut savoir qu'à la base, en fait, nous, on est tous chez 3D Duo, donc on a mis nos jolis pulls Macral aujourd'hui pour faire les malins, mais on est tous des vieux de la vieille de 3D Duo. Et donc, le projet, en fait, s'inscrit dans une optique de changement chez 3D Duo. On revient, en fait, il y a 3 ans à peu près. On sortait d'une époque où on avait enchaîné pendant 1 an ou 2 en fait, la construction d'un catalogue d'applis mobiles et de jeux pour enfants. Donc pendant 2 ans, on n'a fait que ça. Et d'où le côté boulangerie, voilà, c'est ça. C'est ça la boulangerie, on a fait des petits pains pendant 2 ans. Et sans renier cet aspect de notre travail, parce qu'on en est quand même assez content, on avait vraiment besoin de s'aérer la tête, de faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui soit fédérateur. Et donc, on a eu l'idée de créer donc, un label de 3D Duo qui s'appelle Macral Studio. Donc, vous irez voir sur Internet à quoi ça fait référence. Et le projet, au tout départ, il s'appelait Projet Antilope. Voilà. Donc, finalement, cette équation n'est pas si vide de sens que ça. Justement, pour rebondir là-dessus, comme on était dans une période où on avait vraiment besoin de faire autre chose que des jeux mobiles, que des advergames, que des serious games qui parlent de maladies un peu bizarres, tout de suite, on voulait que ce ne soit pas un match 3 qui soit connecté à votre carte bleue. On voulait pas que ce soit un free-to-play où au final on passe plus de temps à regarder des publicités qu'à jouer. On voulait pas que ce soit un MMO parce qu'on a déjà essayé et on a eu des problèmes. Ne riez pas, c'est vrai. On voulait pas que ce soit non plus la préquelle de la suite, de la préquelle d'une licence un peu juteuse. On voulait pas que ce soit une association de mots-clés, un espèce de roguelike online, battle royale, pixel art, enfin bref, vous mettez tous les mots-clés que vous voulez. On voulait pas non plus que ce soit un jeu de poète, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas trop dans cet état d'esprit-là. On voulait pas que ce soit un jeu à QTE, et on voulait pas que ce soit un jeu avec des zombies. Il y en a marre des zombies, donc voilà. Donc le projet Antilope, c'est pas ça. Donc vous l'aurez compris, c'est pas un jeu mobile, c'est pas un jeu à la mode, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer avec nos cœurs et avec nos tripes. Alors le projet Antilope, qu'est-ce que c'est plutôt ? C'est plutôt un énorme shaker dans lequel on a mis plein de choses qui nous tenaient à cœur, dans lequel on a mis les années 90, parce qu'on a tous grandi dans les années 90, l'univers de la VHS et du magnétoscope, le côté je joue avec mes potes sur un canapé, le mode un peu convivial, on voulait que ce soit un jeu multijoueur local. Des références, énormément de références à l'univers du cinéma de cette époque-là. Donc les grosses inspirations, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard, donc c'est Mars Attacks, c'est Space Jam, c'est Last Action Hero, j'en oublie plein. On voulait aussi priapisme, parce que déjà, donc le priapisme c'est une maladie aussi, mais c'est le nom du super groupe qui a signé la BO du jeu. C'est-à-dire qu'avant de les contacter, moi j'avais déjà que je voulais absolument bosser avec eux parce qu'on a plein de points en commun, vous allez voir. Et enfin, on a mis aussi dedans ce que ma prof de com à l'école appelait un espèce d'humour Canal+ de gauchiste. Voilà. Je voulais juste préciser qu'on n'est pas tous gauchistes dans la boîte. Donc voilà le trailer. All was well in my life until that night in August 1994, when my VCR began messing up out of the blue. It would seem as if a group of stupid aliens took control of it. They spend their time ruining my favorite movies. And the only hope left is finding the VHS that will reduce them to nothing. What the f***? Monster movie, a disaster movie, anything dangerous. I have no choice. Get out of the screen, you sons of bitches! Come here, chew bubblegum, and kick ass. And I'm all out of bubblegum. I fart in your general direction. Hasta la vista, baby. You wanna play it soft? We'll play it soft. You wanna play it hard? Let's play it hard! Merci. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'origine de l'idée.
À l'époque, le tout début du projet Antilope, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On a fait toute une série de brainstorming qu'on appelle évidemment des beerstorming, dans lequel tout le monde avait un peu son idée. À la base, on partait sur des choses très sérieuses, on parlait de science-fiction noire, on parlait de point and click, on parlait de choses vraiment un peu badass. Et au final, c'est pas du tout ce qui a été retenu, c'est notre game designer qui est arrivé avec une idée. Il s'est dit, et si on faisait un jeu multijoueur dans lequel on contrôle très très peu les protagonistes, avec de la physique et quelque chose de vraiment maladroit. Donc on s'est tous un petit peu foutus de lui, notamment moi parce que je suis dev et quand il m'a parlé de jeux physiques, forcément j'ai bondi. Mais voilà, c'était l'idée. Ça a été retenu et on a fait des protos. On est tout de suite tombé assez d'accord sur le fait qu'il fallait mettre des aliens et qu'ils aient un aspect blobby, donc des trucs mous. Au niveau de l'univers, à la base, c'était quelque chose d'assez classique finalement. On avait des aliens, on savait qu'on voulait des aliens dans notre jeu. Donc on était parti sur un truc un peu bateau avec la zone 51, avec une histoire d'alien qui veut conquérir la planète Terre dans un exosquelette, c'est ce qu'on voit là. Mais voilà, ça nous plaisait pas plus que ça, on s'était concentré plutôt sur le core gameplay. On avait déjà quelques protos, mais l'univers, on savait pas trop où on allait. Et donc au final, je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est un soir, je devais ranger du bordel chez moi, et je suis retombé en fait sur des cassettes, sur des cartons pleins de ces magnifiques VHS. J'ai eu l'idée, je me suis dit ce serait cool si on pouvait jouer là-dedans en fait. Parce que d'un point de vue production, pour nous c'était vachement intéressant, on pouvait utiliser n'importe quel type de décor, n'importe quel film, et avoir une liberté qui était plutôt intéressante. Donc j'ai proposé ça a fait plus ou moins l'unanimité. Et alors là vous me direz, on a la VHS, mais il nous manque encore le lien avec les aliens. Alors c'est là qu'on a eu une super idée. On s'est dit voilà, ça c'est quoi? C'est une cassette de nettoyage. Donc je sais pas si les gens qui ont vécu dans les années 90 se souviennent de ce truc-là. C'était un objet assez moche qui servait à nettoyer son magnétoscope. Ça m'a toujours fait beaucoup rire parce que ça marchait jamais. On s'est dit pourquoi pas mettre les aliens dans cette cassette de nettoyage. Voilà. On s'est dit que ça permettait de faire le lien entre le fait de jouer dans des films et le fait d'avoir des aliens, un petit côté Gremlins. Pour parler du synopsis, très rapidement, donc en fait il est vraiment très simple. On suit Joe qui est un célibataire américain qui vit chez sa grand-mère dans le fin fond du Wyoming. Lui, son kiff dans la vie, c'est de regarder des cassettes vidéo, hein, donc il enregistre. Il se fait des soirées VHS et il commande tout seul ses films. Et un beau jour, en fait, son magnétoscope commence à déconner. Et donc forcément, pour lui, c'est un petit peu la fin de sa vie. Et il va chercher de l'aide donc chez un réparateur du coin qui lui propose d'acheter cette cassette de nettoyage de VHS. Et donc une fois qu'il rentre chez lui, il l'insère dans son magnétoscope et là il se rend compte en fait que 4 aliens ont débarqué et qui sont en train de squatter son magnétoscope. Voilà, c'est tout. Le synopsis c'est vraiment très simple, on voulait quelque chose d'assez flexible. Donc le but du jeu, nous on va incarner les aliens. Le but du jeu c'est de pourrir un peu les films de Joe, c'est de les saboter, c'est de changer les scènes cultes, c'est de changer les fins des films. Et le but de Joe ça va être d'essayer de les détruire en mettant ses cassettes les plus violentes. Donc les cassettes avec des monstres, les cassettes... donc on a Dracula, on a Godzilla, on a Jurassic Park et Alien. Voilà. Donc je vous propose de regarder l'introduction. My name is Joey Ernie Chips Douglas, but my friends just call me Joe. I am what you might call a cinephile. I know the classics like the backs of my hands. I'm the real deal VHS expert. Science fiction, fantasy, comedy, thriller, and horror. Nothing gets past me. I've got the biggest VHS collection in all of Wyoming. I'm pretty proud of that fact. I record every program running on the cable night and day, to the point where my grandma calls me the cable guy. All was well in my life until that night in August 1994. It was a Thursday, I think. I was finishing for the third time that afternoon the excellent Space Vampires vs. Zombie Dinosaurs in color, and I noted all the best quotes in my journal. When my VCR, a dependable and sturdy JVCC BP 5000, began messing up out of the blue. The image off and on, disgusting sound,
and glitches all around. I knew I had to act on it, and fast. I knew of only one person who could help me at this time of night. Mr. Wing, the old sketchy Chinese owner of the local corner hardware store. This is precisely the time that my problems really began. He saw the panic and fear in my eye, and ended up selling me a VCR cleaning cassette. It wasn't easy, and it required that I guarantee that I follow a few rules of usage before. What a strange object it was, the VCR cleaner. Complete with a huge, thick user's manual in a strange language I didn't understand. Some sort of Dutch or something. Inside it contained a list of crucial precautions to follow, such as never expose the VHS to sunlight, don't get it wet, never insert it into the VCR after midnight. I had the impression that I'd bought a Mogwai, but bullshit. The geezer must have been starting to get senile. But I should have listened. I should have heeded his warnings, because now I'm in deep shit. Since I inserted this cursed VHS in my JVCC, it would seem as if a group of stupid aliens took control of it. I have a hard time believing, a hard time convincing myself I've not gone completely crazy. I don't know where this cleaning cassette came from, and there's no way to contact the old Chinese guy. He seems to have disappeared. I'm scared to talk to anyone about this. The police? They don't know anything. My grandma, she's faint of heart. The FBI, I have too many illegal recordings at home. In the meantime, until I find a solution, I'm condemned to spend my days with them. Luckily, they don't seem too malicious. Pretty annoying, but certainly not evil. They spend their time ruining my favorite movies. I've thought about it, and the only hope left is finding the VHS that will reduce them to nothing. A monster movie, a disaster movie, anything dangerous. I have no choice. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment, on s'est beaucoup amusé à faire ça, mais on trouvait ça important de vous expliquer comment on en était arrivé là. Je vais passer la parole à Chris, qui est notre game designer. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement le lead game designer sur ce projet. Enfin, je suis surtout celui qui est responsable du choix du jeu multijoueur physique, et beaucoup m'ont haï pendant un moment pour ce choix. Mais bon, j'ai survécu, donc tout se passe bien. Alors je vais vous parler principalement donc, du gameplay, de comment est venue l'idée du gameplay, quelles ont été les inspirations. La première inspiration, aussi bizarre cela puisse paraître, c'est Soccer Physics. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Soccer Physics est un jeu où on incarne des joueurs de foot et on n'a qu'une seule action, celle de sauter, donc avec un timing. Et c'est un jeu multijoueur. Et en fait, on y jouait assez fréquemment le midi, et on se rendait compte que de ce jeu, avec une seule action et de la physique derrière, on avait vraiment des situations improbables qui se passaient régulièrement. Il y avait vraiment un fun immédiat qui découlait de ce jeu. Et l'idée était de se dire, tiens, c'est incroyable qu'avec une action aussi simple, on puisse avoir des actions aussi diverses et aussi improbables qui nous fassent marrer pendant des heures et des heures. Si on arrivait à réutiliser cette mécanique, on va dire, de déplacement, mais qu'on l'a transposé dans un platformer, un jeu de plateforme, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc l'idée, c'était ça vraiment au départ. En termes de jeu de plateforme, la référence, c'était Little Big Planet, notamment pour les propriétés physiques réalistes qu'on retrouve dans ce type de jeu. Et voilà, l'idée c'était vraiment de se dire, bon, si on mettait là les joueurs actuels avec le mode de déplacement qu'on a de Soccer Physics et qu'on les met dans un niveau de type Little Big Planet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut donner quelque chose de sympa? De prime abord, ça pouvait vraiment donner quelque chose de sympa, mais voilà, on devait prototyper pour ça. On a aussi deux autres références qui sont importantes, parce que très vite on s'est dit, bah oui, effectivement, si on met des Soccer Physics dans Little Big Planet, on va pas pouvoir faire grand chose parce qu'ils ont beau se déplacer difficilement, mais les niveaux sont bien plus grands quand même sur Little Big Planet que sur un simple terrain de foot de Soccer Physics. Donc on avait déjà cette idée qu'il fallait que le saut soit plus important, qu'on allait devoir sauter plus loin, et on s'est inspiré notamment de Worms sur deux aspects, et l'un des aspects c'est la balistique qu'on retrouve dans Worms.
donc tout ce qui est vraiment trajectoire quand on est en train de tirer. Et on retrouve ça dans Epic Loon. Quand on veut se déplacer, on a vraiment cette sensation de trajectoire qu'on retrouve dans Worms. Donc c'est pas évident de viser, mais quand on réussit, on a vraiment de bonnes sensations. Et le deuxième aspect, Maxime l'avait évoqué un petit peu, mais c'était le côté vraiment débile et stupide des aliens. Comme là, on retrouve le côté débile des vers de terre qu'on a sur Worms. Ça permettait aussi un petit peu de justifier le gameplay, de dire il se déplaçait de façon un peu difficile, tout simplement parce que c'est les extraterrestres les plus débiles de l'univers, quoi. Donc voilà. Et la dernière inspiration, c'est Mario Kart. Alors c'est un jeu que tout le monde connaît, très fun en multijoueur local. On a tous joué sur un canapé avec des potes devant Mario Kart. Et l'un des modes de jeu, qui est le mode battle, donc s'inspire de Mario Kart, puisqu'on est sur un système, on va dire, de course où les premiers qui arrivent marquent le plus de points, et on a un run à faire avec plusieurs niveaux pour enfin avoir le classement à la fin et le podium. Donc voilà pour les premières inspirations gameplay. Alors c'est bien beau d'avoir ces idées de jeu, mais ça reste que des choses imaginées, et même si on essaie de se projeter, il fallait à tout prix qu'on essaie de prototyper cette idée parce que c'était encore assez flou à ce moment-là. Et donc on a fait plusieurs prototypes de jeux et ça nous a permis de faire évoluer le gameplay principal. Donc je vais vous montrer quelques prototypes. D'abord on va commencer juste avec Soccer Physics parce que c'est important pour les gens qui ne connaissent pas. Donc on retrouve le fait de sauter un peu n'importe comment. Donc on ne fait qu'appuyer qu'une seule fois. Et en fonction de l'inclinaison de son personnage, de la physique du ballon, des autres personnages, voilà, c'est complètement débile, mais l'objectif qui est simple et précis de marquer un but fonctionne bien. Et donc on a commencé un premier prototype, donc on retrouve un peu nos 4 aliens, ils avaient déjà un petit peu la forme qu'on a aujourd'hui. Et on avait ce saut un peu difficile au début, alors on y avait ajouté des compétences pour chacun des aliens. Il y en a un qui pouvait se figer, un autre changer la gravité, l'un pouvait se téléporter avec une boule qu'il lançait, et le dernier, il me semble, créer des plateformes. Sur un niveau plus grand pour se rendre compte de la faisabilité ou pas de cette mécanique. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était quand même assez fastidieux. Enfin, c'était long d'arriver jusqu'au portail de fin. Et donc, on a continué les expérimentations. Ici, on s'est dit peut-être qu'on devrait donner plus de maîtrise aux joueurs. Donc là, on s'en rend pas bien compte, mais on manipule avec les gâchettes les mouvements droite et gauche nous-mêmes. C'est plus fait automatiquement avec la physique. Et on pouvait se coller aux parois en activant un bouton, et on voit quand le personnage devenait rouge, c'était qu'on était collé. Le problème de ce prototype, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on perdait tout le rythme en fait, qu'on voulait avoir au début. On donnait plus de maîtrise, mais il y avait beaucoup moins de fun, et le rythme était beaucoup trop lent. Du coup, on a continué, et sur une idée de Maxime, si je me souviens bien, on pouvait se changer. Donc ici, on a la transformation en une sorte de tentacule, et cette tentacule pivotée avait ce mouvement de balancier, et ça nous permettait de nous déplacer beaucoup plus rapidement sur des niveaux un peu plus amples du coup. Et ces sensations de jeu étaient vraiment assez bonnes. Quand on les a ressenties, on s'est dit tiens, on tient quelque chose. Ça permet vraiment d'avoir à la fois l'aspect un peu difficile et aléatoire, mais en même temps, on pouvait jouer quand même avec nos capacités et avoir du skill. Et du coup, c'est le gameplay qu'on a gardé au fil des prototypes de jeu. Alors, on en a fait encore plus, mais on a montré, on va dire, les principaux, là où on a eu des changements radicaux. Et donc, le gameplay qu'on a gardé, c'est celui-ci, celui de l'alien, qui peut sauter de lui-même, mais ça va être vraiment des tout petits sauts. Ça va permettre d'aller dans des endroits précis, mais pas de faire le niveau complet. Et ensuite, de pouvoir se modifier, se changer en forme de tentacule un peu visqueuse, dans lequel l'œil fait office donc, de tentacule avec un mouvement de balancier. Et quand on saute dans cette forme-là, on se dirige tout simplement vers la trajectoire de la tentacule. Je vais vous parler maintenant des sentiments recherchés avec Epic Loon. Ça c'est important pour nous parce qu'on est sur un jeu multijoueur local entre potes, et forcément on voulait que les gens se marrent en jouant au jeu. Et il y a 3 sentiments qu'on retrouve sur Epic Loon. Le premier, c'est celui du PGM. Donc c'est quand on planifie une action, on sait qu'elle est difficile à réaliser, mais on réussit.
Et on est vraiment sur le moment, on se sent puissant, on est très heureux d'avoir réussi, on se sent vraiment comme si on avait réussi une action qui était impossible, et on a vraiment la gratification liée à la réussite difficile de l'action. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'échec. Alors celui-ci, il est un peu plus difficile parce que généralement, il peut être lié à de la frustration. Nous, on voulait vraiment enlever ce sentiment de frustration. Et du coup, on l'a changé un petit peu en côté rage. C'est-à-dire que quand on perd, ce qu'on voulait, c'est que les gens ragent vraiment devant leur écran, ou alors se disent c'est pas normal, il y a eu un problème, des choses comme ça. Et du coup, ça arrive souvent sur Epic Loon parce qu'une fois qu'on maîtrise un petit peu le système de déplacement, comme c'est du timing avec un système de balancier, quand on échoue, c'est généralement très peu. Et ça donne de quoi rager parce qu'on se dit j'ai été vraiment presque en train de réussir, mais j'ai pas réussi. Et bien évidemment, ça nous fait aussi rager pour tous les éléments physiques extérieurs qu'on a au jeu et aux autres joueurs qui viennent nous percuter, ou alors il se passe quelque chose d'improbable avec la physique et ça nous fait vraiment rager. Et on a vraiment des situations improbables qui sont liées à ça et ça rend vraiment le jeu très fun. Et le dernier sentiment, alors moi personnellement c'est celui que je préfère mais qui est peut-être le plus difficile à faire ressentir, mais on a essayé de faire émerger un peu plus ce sentiment dans Epic Loon avec les différents level design qu'on a mis en place. Ça rejoint un peu les deux premiers ensemble, c'est-à-dire qu'on planifie une action, mais on échoue sur ce qu'on a prévu de faire. Par contre, il s'est passé juste derrière quelque chose de complètement improbable, lié à la physique, lié aux autres joueurs, qui fait qu'on va rebondir, qu'on va toucher un objet physique, qui va se mettre à tourner, que quelqu'un va se suicider, propulser l'objet, et on va quand même arriver sur le portail. Et là, on se dit tous, what the fuck, quoi. C'est le moment où on se dit, non mais les autres joueurs se disent, non mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, t'aurais jamais dû gagner. Et nous, bien sûr, bien évidemment, on va dire, non, c'est calculé, c'est exactement ce que j'avais prévu, je vois pas ce que tu veux dire. Alors qu'on sait très bien que c'est faux. Mais dans ce sentiment, on a vraiment deux choses, c'est ça qui est important. On a la gratification du coup liée au succès, puisqu'on a réussi, mais on a aussi tout le fun qui découle des situations improbables du jeu. Donc voilà les trois sentiments qu'on retrouve dans Epic Loon. Et maintenant, je vais passer la parole à Thomas. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus. On va faire un petit passage rapide sur les graphes du jeu, sur à quoi ça ressemble et la tronche que ça a, parce que mine de rien, c'est l'accumulation de plein de choses qui ont fait que le jeu ressemble à ça. C'est un mélange, un espèce d'accident heureux qui a fait que le jeu ressemble ce à quoi il ressemble maintenant. Michel, la suite. Alors, on a deux grosses références, deux grosses influences pour le jeu qui sont... La première est assez évidente, hein, c'est tous les vieux films, tous les vieux cartoons de la période des années 20 à 50, le début des films fantastiques avec ce grain et ce contraste vraiment fort et ce noir et blanc vraiment puissant qui nous a toujours plu et qui a ce côté un peu cheap mais vraiment agréable de bestioles en pâte à modeler, de monstres un peu biscornus, de décors en carton et vraiment pas de digital, vraiment que des vieux décors en carton-pâte et en réel en fait. Et on voulait vraiment que le jeu ressemble à ça, on voulait vraiment garder le jeu en noir et blanc, c'était vraiment important pour nous. Et on a cette deuxième influence majeure qui est les courts-métrages de Cartoon Network pour faire les petites publicités en fait, qui entre les dessins animés, qui a été fait par Mindbender, qui met en scène en fait des espèces de petits monstres qui en fait sont on voit directement où sont affiliés nos personnages. C'est des petits monstres en pâte à modeler qui sont complètement cons et qui peuvent se déformer, qui ont des gros yeux et qui font des actions débiles. Et le mélange de ces deux influences donne Epic Loon. On a le côté sérieux des vieux films et on a ce côté cassé et débile avec ces aliens-là. C'était vraiment nos influences principales. Et on a derrière ça tout l'enrobage. Alors on appelle enrobage en fait ce qui est autour du jeu, donc les menus, l'univers de Joe en fait, l'univers de la cassette vidéo.
Le lag en a parlé, Maxime en a parlé assez rapidement, le lag. Mais on voulait vraiment retrouver cet univers-là de grenier, de vieux objets qu'on avait, qui nous tenaient à cœur à l'époque, et avec cette poussière qu'il y a sur tous les trucs qu'on a retrouvés chez nous. Donc vraiment les vieux matériels électroniques, les vieilles publicités avec les cassettes qui déconnent, les vieux jouets, et puis toute l'esthétique autour de ça. Alors, la direction artistique, elle s'est faite en plusieurs étapes, hein, forcément c'est une longue évolution, mais à la toute base, en fait, on avait quand même quelque chose qui ressemble à ce qu'on a maintenant, hein. On a en numéro 1 le tout premier concept art, qui date de 3 ans maintenant, où on avait déjà cette espèce d'alien fantôme, c'était pas encore sûr. Et rapidement, on a déroulé vers les aliens avec des formes simples et des gros yeux, qui étaient en 3D à l'origine, mais ça nous posait beaucoup de problèmes en termes de production. On a fait des tests ensuite en couleur, et on s'est rendu compte que si on voulait faire autant de films, autant de cassettes, autant de scènes uniques liées à chaque scène particulière de film, rajouter la couleur en plus, ça allait nous faire un taf pas possible, et en plus on y tenait vraiment à ce noir et blanc. On a eu des périodes où on s'est même dit ils auraient peut-être des exosquelettes et tout, bon, on peut faire des erreurs, hein. Et voilà, et on a cette image-là qui est celle qu'on a emmenée à Monaco pour le concours, et qui est vraiment la vraie base de ce à quoi va ressembler Epiclown. On a ce noir et blanc, on a le côté débile, on commence à avoir un petit peu de texture mais pas trop, c'était pas encore établi, et on a ces points de couleur dont on avait besoin parce que mine de rien faire un jeu uniquement en noir et blanc juste en jouant sur le contraste, c'était vraiment trop compliqué pour donner les objectifs. Donc on avait déjà décidé de mettre un tout petit peu de couleur, vraiment peu, pour attirer l'œil. Et on a ensuite évolué vers un des derniers concept art qui donnait la place forte au noir et blanc, et qui rajoutait de la texture et des espèces de lumière réalistes. On commençait déjà à aller vers ce mélange de photos et d'illustratifs. La suite Michel. Et voilà. Le résultat final, en fait, c'est le mélange de ça. C'est petit à petit, on a rajouté des couches où on se disait bon, on va faire du noir et blanc, ça va nous permettre déjà parce que mine de rien, en termes de production, c'était vraiment intéressant. On a dans le jeu énormément de scènes uniques, d'assets uniques, parce qu'il fallait que ça suive les films, il fallait que ça suive les scènes clés des films. C'était difficile de faire quelques éléments qu'on allait pouvoir répéter, juste faire le level design avec ça. Il fallait quand même qu'on puisse suivre et que les gens en jouant reconnaissent dans quel film ils jouaient, et qu'on titille leur nostalgie en leur faisant se rappeler des scènes clés des films dans lesquels ils jouaient. On a, à partir de la fin du développement, décidé de rajouter beaucoup de photos, parce que ça apportait un grain au jeu, en fait. Ça apportait vraiment beaucoup de texture au jeu, et parce que ça a accélérer réellement le processus de production, d'avoir du photo-bashing pour faire pour vraiment texturer tout le jeu, ça a vraiment permis de gagner beaucoup de temps, et ça a permis de donner aussi cet aspect, tout en conservant quand même un tout petit peu de couleur, notamment dans les interfaces et en jeu. Vous avez vu en jouant, et vous verrez peut-être en jouant après, on a gardé essentiellement du rouge pour dire là où les choses tuaient. On a un tout petit peu de couleur pour attirer l'œil, mais on a essayé au maximum de s'en défaire. Et évidemment, les personnages qui, eux, étaient à la base entièrement en noir et blanc, on leur a rajouté de la couleur aussi, parce qu'il fallait que les joueurs puissent se distinguer. Mine de rien, les personnages sont petits. Malgré leur forme spécifique, de loin, on avait du mal à les distinguer. On a fini par rajouter de la couleur, et au final, ça marche très bien. Donc voilà, en gros, la DA, c'est ça. C'est des proportions cartoonesques, du noir et blanc, du contraste beaucoup, et énormément de photos. Beaucoup de photos. Il y a des photos, j'ose même pas vous dire ce que c'est, parce que ce serait... Enfin, on a vraiment été piocher des photos dans des trucs vraiment dégueux, des fois. Typiquement, les 4 personnages que vous voyez, c'est des yeux d'hippopotame, des blessures ouvertes et de la graisse, quoi. C'est vraiment un mélange de tout ça. Et des yeux de verre, évidemment, parce qu'il fallait que ce soit des yeux brillants. Mais voilà, on a utilisé tout ça, et ça donne ce résultat. Et enfin, des glitches et de la poussière, du grain, c'était
important de le rajouter pour qu'on puisse se sentir dans toute cette ambiance des années 90 quand on est dans les menus, quand on joue avec le magnétoscope qui rembobine, avec toutes les références à cette pop culture qui nous est chère, quoi. Voilà. Merci Thomas. Bon, alors moi je vais vous parler de choses un petit peu moins fun que tout ce que vous venez d'avoir eu, non moins important, pour que vous sachiez un peu plus qu'est-ce que c'est que ce jeu. Moi sur le jeu, rapidement, j'ai fait ce qu'on appelle chez nous du game management, donc de la gestion de projet, et puis associé de producteur pour soutenir Max dans son combat contre la conservation de cette identité auprès de l'équipe qu'on a toujours voulu, et qui n'est pas toujours simple, parce que quand on bosse à 10, forcément, chacun a sa petite idée du truc, et des fois, on peut dériver. Et donc, c'était hyper important. Et je pense que c'est l'une des premières fois sur une prod de 3D Duo où on a vraiment toujours eu ces checks et ces vérifications que tout était cohérent. On est repassé sur des choses, et pour avoir vraiment une cohérence globale. Moi, en tout cas, je suis hyper fier qu'on l'ait fait aujourd'hui, parce que je trouve que ça fait la différence sur le produit final. Alors, le contenu du jeu. Le contenu du jeu, donc on a 4 cassettes. On joue dans des cassettes vidéo, comme on vous l'a dit. On a 4 cassettes. On a Nosferacula, qui est un espèce de mash-up entre Dracula de Coppola et Nosferatu. On a Gojira, qui est un director's cut du vieux Godzilla des années 70. 50. 50. Ouais, tu vois, j'ai bien fait de te regarder. Jurassic Land, qui est une parodie de Jurassic Park, et Alien, qui est une parodie du film Alien de Ridley Scott. On a dans le contenu plein de choses. On a un mode histoire où on joue dans ses cassettes. On a un mode battle où on joue toujours dans ses cassettes, mais dans des autres niveaux que le monde histoire, dans des niveaux plus courts qui réutilisent les décors du mode histoire. Tous les modes sont jouables de 0 à 4 joueurs. 0, j'y tiens, parce que sur la fin du développement, on a fait des intelligences artificielles suite à une demande de notre éditeur. Des stupidités artificielles. Des stupidités artificielles, oui. J'y tiens. C'est vrai. Globalement, c'est des randoms qui sont envoyés au programme tous les X secondes. Mais ils finissent des fois les niveaux avant nous. D'où le LOL dont Christophe parlait tout à l'heure. Et vous pouvez animer des soirées. Alors vous pouvez utiliser ce mode 0 joueur pour plein de choses. Et c'est hyper important, je vais en parler longtemps parce que je kiffe, je trouve ça exceptionnel. Vous pouvez le mettre en fond d'écran. Ça vous fait un espèce de vivarium pas cher. Il n'y a pas à donner à manger. Il n'y a pas à changer la litière ou les trucs, les plantes, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, alors là c'est plutôt en fin de soirée si vous avez un peu bu, jouer au pari sportif. Vous pariez sur un alien, il y en a 4, vous pariez avec vos potes et vous buvez si vous avez perdu, celui qui va finir le premier. Ça peut durer très longtemps. Ça peut être très rapide aussi. Plus sérieusement, on peut jouer de 1 à 4. Donc sur le mode histoire, c'est plutôt coop. Donc on est ensemble. Le but, c'est de finir les niveaux ensemble et d'arriver au bout de la cassette ensemble. Sur le mode battle, c'est plus une course. Et effectivement, à chaque fin de niveau, il y a un podium avec des classements, avec des points. Et à la fin, il y a une parodie de ça, donc le clown de Stephen King, qui vient donner des petits cadeaux aux joueurs pour changer le podium au dernier moment. C'est plutôt très compétitif dans ce mode-là. À chaque fois que quelqu'un finit, ça déclenche le magnétoscope de Joe, parce que Joe, il n'est pas content, il voit des trucs bouger sur son écran, donc il essaye de mettre en retour rapide, il essaye de mettre en avance rapide, et ça permet de dynamiser le jeu. Ce qui fait que s'il y a des joueurs qui sont un peu moins bons, bah ça va passer en retour rapide, puis en avance rapide c'est mort subite, et donc le niveau passe à la suite, pour éviter que celui qui a fini, il attende pendant des heures et des heures que les autres terminent. On a en tout à peu près 300 niveaux, donc une bonne trentaine de niveaux par cassette en mode histoire, et en mode battle, 40 niveaux par cassette, sachant qu'il y en a une secrète. Si vous terminez toutes les cassettes du mode histoire, et cette secrète, elle s'appelle la cassette interdite, je vous laisse imaginer ce que c'est. Elle est sous le lit de Joe. Sous le lit de Joe, voilà. Il a réenregistré au-dessus d'un vieux film des choses. Vous pourrez voir. Et ce vieux film, pour la petite histoire, c'est important, c'est le premier film qu'on avait décidé de faire,
qui était Forbidden Planet, donc un vieux film de science-fiction. On l'a abandonné en cours de prod parce qu'on s'est dit que ça parlait pas assez aux joueurs. Et sur d'ailleurs des très bons conseils de Edouard, qui est ici devant, qui travaille avec nous maintenant, qui est arrivé en cours de production. Il nous a dit que voilà, il fallait peut-être réfléchir à des films un peu plus parlants pour le grand public et que s'enfermer dans des espèces de trucs qui nous faisaient délirer mais que les gens connaissaient même pas, ça casserait un peu ce concept de on joue dans des films. Et donc on l'a suivi et je pense qu'on a bien fait. Mais du coup on a gardé ce travail qu'on avait fait dans cette cassette secrète. Donc vous avez un mélange de niveau SF et de niveau... Olé, olé. Olé, olé. Voilà pour les modes de jeu. Le jeu a été entièrement doublé en anglais avec des acteurs américains et a été entièrement doublé en français par l'équipe de développement. Doublage low cost, c'est une option cachée. On ne voulait pas que les gens le mettent quand ils activent le français. Donc il faut aller chercher dans les options. Il y a des modes daltoniens, il y a des modes bière, il y a tout ce que vous voulez, il y a des modes vegan. On a quand même mis des mots-clés finalement. Je pense que j'ai tout dit sur le contenu. Allez, on va dire 8-10 heures de jeu en mode histoire pour un joueur novice. Et en battle, durée de vie infinie. Sachant que le mode histoire, vous pouvez le faire en mode classique. Vous pouvez ensuite faire un mode speedrun, où vous devez finir la cassette le plus vite possible et il y a des leaderboards internationaux. Et vous pouvez le faire en mode hardcore, où toute la cassette est en mode accéléré, vitesse x2, mort subite tout le temps. Dès que vous mourrez, vous recommencez au début de la cassette. Et là, on a hâte de voir des streamers exploser leurs écrans et jeter leurs manettes dans la télé, parce que nous, les développeurs qui finissons en speedrun une cassette en 12 minutes alors que les gens mettent 2 heures, le mode hardcore, on dépasse pas le 5e niveau. Donc, mais on a hâte, on est persuadé qu'il y a des Chinois qui vont finir le truc. On est persuadé. Et on a hâte de voir. Voilà, la suite. Les financements. Voilà, comment ça se finance, combien ça coûte. On dit tout. Moi, j'ai été voir des conférences d'une énorme boîte de jeux vidéo dernièrement qui s'appelle CCCP, qui dit, moi, je balance tous les chiffres. Alors moi, j'ai dit, allez, on est des fous, on fait pareil. Les financements, un jeu comme ça coûte 300 000 euros. 300 000 euros tout mouillé, les doublages, la localisation, les salaires, la SACEM, ça c'est cher, le groupe de musique, voilà, tout ça, 300 000 euros pour 3 ans de développement, oui, on paye très mal. Pourquoi j'ai mis ce gif qui est assez connu? Parce qu'on a eu de la chance sur ce projet-là, c'est qu'on a fait un peu le grand chelem des financements. On a eu d'abord l'aide de Pictanovo en région, qui est ici juste à côté de nous, qui est un peu un CNC régional, qui nous a tout de suite attribué une aide il y a 3 ans au prototype de 50 000 euros. Donc on a pu faire un premier proto, on a pu montrer ce premier proto au CNC. On a eu le CNC au national qui nous a attribué 60 000 euros. Donc on était déjà à 110. Avec ces prototypes, on a pu présenter Magic en 2016 et on a eu 100 000 euros à Magic, donc on était déjà à 210. Et le reste, on l'a mis en fonds propres. Ce qui fait qu'on prend un risque, nous, 3D Duo, de 1/3 sur la globalité. Ce qui est quand même gros pour une boîte de notre taille, mais ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable que les 300 000 complets. Maintenant, on est quand même conscient qu'on a fait le grand chelem, qu'on le fera pas pour toutes les prods et qu'il faudra trouver d'autres moyens de financer les futurs. Et on espère qu'Epic Loan y contribuera. Donc voilà. Donc, grand merci et grand respect à tous ces gens qui nous ont fait confiance et qui m'ont demandé de me taire et nous ont donné l'échec. Les plateformes. Alors les plateformes, c'est une grande première pour 3D Duo. On a fait des années de jeux web avec une technologie somptueuse qui est le VRML. On a fait des années de jeux mobiles après et de jeux Facebook en se disant que le VRML c'était peut-être finalement pas si somptueux que ça. Et puis finalement on s'est dit que ce serait quand même pas mal de faire de la console où les gens ils achètent les jeux quoi. Parce que sur mobile, les jeux gratuits avec 2% de taux de transformation de payeurs, c'est un peu compliqué d'aller toucher des millions de personnes pour commencer à gagner des sous. Donc là au moins, même si on en vend 5000, il y en a 5000 qui ont acheté le jeu et ça fait un peu de sous qui rentrent. Donc on sort le jeu sur Steam, sur Nintendo Switch, sur Xbox One. Initialement, le jeu devait sortir sur Steam, PS4, Xbox One. Et puis, suite à différents salons, différentes conférences, tout le monde nous disait « Ouais, j'espère qu'il sort sur Switch, le jeu ». Nous, on n'avait aucune idée de comment développer sur Switch. On disait « Oui, très certainement ». Et on s'est dit peut-être qu'au bout d'un moment, ce serait peut-être quand même une bonne idée. Parce qu'effectivement, avec la console de base, on peut déjà jouer à 2. Vu qu'il n'y a besoin que d'un Joy-Con, comme il y a très peu de boutons pour jouer. Et avec 2 consoles, les 2 Joy-Con d'une deuxième console, on peut tout de suite jouer à 4. Donc ça s'y prête vachement. Donc on a remplacé la PS4 par la Switch et le jeu sort sur ces 3 plateformes-là
dès le départ, Day One, et sur PS4, certainement à la rentrée de septembre. On a prévu de supprimer les vacances de Maxime pour qu'il fasse la version PS4 cet été. Il apprend à l'instant. C'était ça la surprise dont je te parlais. Merci Patrick. La suite. Alors la date de sortie, voilà. Tout le monde avait l'annonce du 28 juin. Et c'est en exclusivité mondiale aujourd'hui, ou régionale, que je vous annonce que ce sera le 13 juillet parce que c'est un vendredi. Et vendredi 13, je suis hyper superstitieux et je pense que ça va nous porter chance. Non, plus sérieusement, il y a les soldes de Steam le 28 juin. Du 21 juin au 5 juillet, quand on a décidé la date de sortie, il y a maintenant 8 semaines pour faire les soumissions consoles et compagnie, Steam n'avait pas du tout annoncé ses soldes. On les a appris la semaine dernière et on a décidé de changer la date parce que sortir en plein milieu des soldes, on nous a dit que c'était pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Si vous allez dans un magasin quand c'est les soldes de fringues, je pense que vous achetez que ce qui est en solde. S'il y a un truc qui est pas en solde, vous le remettez et vous direz je reviendrai quand ce sera plus les soldes parce que moi je me serais pas fait avoir. Donc voilà, 13 juillet 2018 sur les 3 plateformes. Et voilà, la pression monte, on croise les doigts. On espère que vous passerez le mot à tous ceux que vous connaissez si vous appréciez après pendant les tests pour qu'on ait un maximum de personnes qui nous soutiennent à ce moment-là. La suite, monsieur Emeric Priapisme. Il vient de Clermont-Ferrand. Oui, c'est un peu loin. Oh. Et il va vous parler du groupe, de la collaboration avec nous, de la musique un peu folle que vous allez entendre. Et voilà, de tout ce qui s'est passé autour de ça et de tout ce que tu as ressenti. Dis tout ce que tu veux. Je sais pas du tout ce qu'il va dire. J'ai hâte. Langage de vérité. Oui, j'ai pas un super PowerPoint comme eux, mais je vais essayer de présenter le groupe vite fait. En gros, Priapisme, donc c'est un groupe auvergnat qui existe depuis 18 ans. Nous sommes actuellement 5. On n'a pas vraiment de genre, on mélange les genres. C'est un peu notre truc. Donc on appelle ça rococo-core parce que ça veut rien dire et ça veut tout dire. Alors, donc on a quelques albums, voilà, on fait des concerts de temps en temps et on a fait quelques musiques à l'image pour des documentaires dans le cadre du jeu vidéo. Un documentaire qui s'appelait Le défi du challenge pour un concours sur Street Fighter 2 il y a quelques années, mais c'était à peu près notre seule expérience dans la musique à l'image et la musique de commande, où sinon on fait de la musique pour nous, quoi. Donc par contre c'était un peu un rêve pour nous de faire de la musique de jeux vidéo. C'est un truc dont on a envie de faire depuis 18 ans. Et donc on a eu un jour un coup de fil de Maxime qui nous dit voilà, on cherche un groupe, on aimerait bien que ce soit vous. Voilà, c'était un rêve qui se réalisait pour nous. Qu'on était super contents, on a dit allez, on fonce. En plus on craignait un peu parce qu'on voulait pas faire n'importe quoi non plus. C'était pas parce que c'était un jeu vidéo qu'on allait forcément s'investir dans un truc qui nous plaisait pas. On s'est rencontrés, ils nous ont un peu expliqué le projet, on a dit ouais, ok, c'est fait pour nous, quoi, c'est parfait. Donc voilà, c'était parti. On a bossé à peu près, je pense nous, une grosse année dessus, environ, je vais pas compter exactement. Donc on était 5 et donc ils sont un peu fous parce qu'ils nous ont donné carte blanche, ce qu'il faut jamais faire avec nous. Du coup voilà, ce qui tombe bien, c'est que le jeu est quand même assez bordélique dans le gameplay et tout ça, donc heureusement ça collait. Donc on est parti au début, on a fait un premier test, on se disait c'est peut-être un peu extrême ce qu'on propose, mais c'est passé, ils ont adoré, on n'y croyait pas, on a fait ok, allez, bam, c'est parti. Le gros du travail pour nous, ça a été à la fois d'illustrer musicalement le gameplay, c'est-à-dire la dynamique du jeu avec tous ses côtés un petit peu aléatoires, foutraques, humoristiques et sérieux quand même des fois, et en même temps apporter l'aspect cinématographique, illustratif qu'il y a au milieu des VHS. Donc on a travaillé à la fois à partir de musique électro, métal, rock, moderne pour apporter cette dynamique-là, et derrière on s'est servi de références de musique de film, de musique de jeux vidéo, des années 80-90. On s'est servi de ça pour illustrer les différents mondes. Quand c'était des châteaux dans Dracula, c'était plutôt des orchestres symphoniques avec des pianos.
Quand ça se passe chez Grozilla, c'est plutôt japonisant, donc avec des flûtes, avec des instruments traditionnels. Donc voilà, une grosse partie de notre travail qui a été tourné autour de ça, avec nos vrais instruments, parce qu'on est quand même instrumentiste à la base, mais aussi avec beaucoup de programmation. C'est pas vraiment des synthés, mais c'est de la programmation de vrais instruments samplés note à note, où il fallait qu'on adapte pour coller le plus possible à quelque chose de cinématographique et un petit peu illustratif, quoi. C'est à peu près tout ce que... On va vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, Ils ont fait un clip un peu fou, et on avait envie de vous le montrer. Ah ouais.
c'est vrai que notre symbole à la base, c'est le chat. On est très chat, nous. Et donc, normalement, c'est un espèce de chat pixelisé qu'on utilise habituellement. Là, pour le coup, on lui a fait des tentacules pour l'occasion. D'ailleurs, il y a aussi un mode caché dans le jeu, d'ailleurs qui n'est pas si caché que ça, qui est accessible dans les menus, où les aliens peuvent avoir les skins priapisme. Donc, c'est plus des aliens, c'est des petits chats. Ça vaut de l'or. Voilà. Merci Méric. Oui, ce qu'il vous a pas dit non plus, c'est qu'ils ont sorti une BO du jeu qui est disponible en double CD avec cinquantaine de titres, je crois, 46, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah, c'est 29 seulement. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est pas les mêmes musiques que dans le jeu. Ils ont fait des versions alternatives avec des intros, des outros parce que nous on a surtout des outros. Parce que nous on a surtout des loops en fait, donc eux ils ont retravaillé pour faire un truc sur un CD bien propre avec un digipack. D'ailleurs les gens de la presse, les blogueurs et compagnie, vous aurez la chance d'avoir un press kit avec la BO dedans et bien d'autres choses. Voilà, on arrive à la fin, j'espère qu'on n'a pas été long, j'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez découvert des choses, j'espère que ça vous a donné envie de tester. Voilà, je me dois de faire des remerciements, voilà, c'est important, c'est pas que parce que c'est de convention de faire ça, c'est parce que c'est important pour moi de les faire. Yukuza, notre éditeur américain, qui en voyant un peu toutes les choses folles qu'on vous a montrées, nous a fait confiance et a envie d'y aller sur l'édition de ce jeu. Donc même s'ils sont pas là, ils verront la vidéo et merci à eux parce que voilà, ça a été assez compliqué de convaincre un éditeur étant donné toutes les conneries qu'on a pu mettre dans le jeu et un peu la folie du gameplay. Et eux, ils ont joué le jeu et sur la ligne édito, la communication, le marketing, ils y vont à fond et c'est vraiment cool et exceptionnel d'avoir ça. Shibuya Productions qui nous a suivis, alors certes qui nous a offert 100 000 € suite au concours, mais surtout qui nous a suivis tout au long de la prod, qui a été là quand on a eu besoin, qui nous a filé des coups de main quand on a eu besoin, qui a été compréhensif sur les différentes remises de dates et reports du jeu. Donc merci Dominique, merci à toute l'équipe. Priapisme qui ont été exceptionnels, qui ont fait un travail juste de fou, voilà, je pense qu'ils nous ont pas demandé le quart de ce que leur travail méritait en termes financiers. Pictanovo qui nous ont fait confiance les premiers fin 2015 quand on a présenté un dossier qui ressemblait finalement pas du tout à ce que le jeu est maintenant. Ils nous ont fait confiance. Et Nicolas d'ailleurs, Nicolas qui est là, qui est maintenant, alors pour la petite histoire c'est marrant, c'est qu'il va vous présenter son jeu sur un des stands d'autres jeux de la Pleine Image, donc il est maintenant entrepreneur. À l'époque il était dans le jury de Pictanovo. Il avait eu Epiclown. On avait eu d'abord une seconde lecture du dossier, parce que le dossier n'avait pas convaincu tout le monde. Et Nicolas, qui était dans le jury, m'avait expliqué les points faibles, les choses à améliorer. Donc c'est aussi un peu grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et c'est un peu voilà, le juste retour qu'il soit là ce soir, enfin cet après-midi. Le CNC qui nous a aussi suivis sur ce projet. Et la Pleine Image qui nous a offert la chance de faire cet événement ici aujourd'hui dans ces super locaux et dans ce super lieu. Donc voilà, merci à toutes ces personnes, merci surtout. Je suis quelqu'un d'hypersensible, on dirait pas comme ça, je fais le con. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Merci à mon équipe. J'espère de tout cœur que le jeu fonctionnera, mais ce que je leur ai dit, c'est quoi qu'il arrive les gars, ce qu'on a fait, c'est ouf. Je suis hyper fier de ce qu'on a fait. Et même si ça marche pas, faudra pas le prendre comme un échec, parce que voilà, on a mis vraiment notre cœur, nos tripes dans ce projet. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait à ce point-là. Même si quand on fait du jeu vidéo, on met toujours ses tripes et son cœur. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'on le fait aussi fort et aussi profondément. Et voilà, rien que pour ça, pour moi, c'est déjà une réussite en soi. Si derrière ça se concrétise par une réussite commerciale, c'est le rêve. Mais voilà, je suis hyper fier d'eux, ils se sont accrochés, ça n'a pas été évident. 3 ans, c'est long.
On a eu des périodes de doute, on a eu des périodes de merde, technique, tout ce qu'on veut. À chaque fois, on a trouvé des solutions, on a rebondi. On a encore des merdes actuellement parce que voilà, il y a des bugs. Il y a un bug sur une certaine console et le jeu sort dans 20 jours et il y a une console qui n'est pas encore validée. Mais voilà, on va trouver une solution comme d'habitude. Et voilà, pour ça, merci vraiment à eux. Et voilà, j'espère que la réussite sera à la hauteur de toute la passion qu'on a pu mettre là-dedans. Alors maintenant, je prends mon anti-sèche. Maintenant, je prends mon anti-sèche parce qu'il y a quand même des gens que je voulais remercier particulièrement, qu'on a mis dans les crédits. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les crédits du jeu. On va pas souvent voir les crédits. Même dans les crédits, on s'est fait plaisir. Il y a un mec en string dans les crédits. Voilà, il y a des photos de notre team building. Alors, je remercie Dominique, déjà, j'ai remercié Shibuya, mais Dominique plus particulièrement. Je remercie chez Pictanovo Clarisse et Maud, je ne sais pas si elles sont là, mais en tout cas, c'est elles qui, à l'époque, ont étudié le dossier, m'ont suivi et ont suivi vraiment le projet. Je remercie... je remercie pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui se verront dans les crédits. Alors si, je remercie Justin, Delmotte, Paul Bougnou, Anaïs Verrier, qui sont dans le premier trailer du jeu qu'on a fait et qui ont accepté de faire une partie pour montrer un peu les délires du jeu. Je remercie aussi les gens de la famille de ma compagne qui ont fait la même chose. Et puis nos super stagiaires qui ont contribué à leur façon sur cette prod de fou. Je sais qu'il y en a un qui est là, je l'ai vu tout à l'heure, c'est Paul, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas ça du tout. Si, c'est Paul. Putain, je me souviens même plus des noms des stagiaires, c'est une catastrophe. Ce sera coupé au montage. Florent Truelch, Paul, Esquivor, on a d'ailleurs mis nulle référence Esquivor, c'était un dev, il nous injectait plein de bugs dans le jeu, mais il a quand même fait des trucs cool. Voilà, Christian Vranken, parce que il est décédé, mais c'était la personne qui nous a inspiré le nom du studio, Macral Studio, du label. Sam Damani, bien sûr, Annabelle Bourdet, Thierry Pelletier, qui n'ont pas parlé aujourd'hui, mais qui nous ont soutenus sur tout ce qui est autour de la production, et c'est suffisamment important pour le citer. Lionel Prévost au CNC, Eric Glazer, qui nous a prêté son fils pendant quelques semaines pour faire de la localisation, je vous rassure. De la localisation en américain, il est bilingue, et il nous a fait toute la loc américaine du jeu, et c'était pas facile de traduire toutes les blagues qu'on avait mis. Voilà. Et toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à ce que ce projet aboutisse. Et le petit rouquin des Geek Days, parce qu'il nous avait quand même bien fait marrer. Demandez à toute l'équipe de venir ici, si vous voulez bien. Faire un petit mot pour faire un grand merci au patron, surtout. Hein. Je pense qu'on peut applaudir le patron parce qu'il a... Il a donné de sa personne, il a fait des choses qu'il n'est pas habitué à faire, il a testé le jeu 1 milliard de fois, il a dû perdre au moins 10 neurones à chaque test. Donc voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui tous lui dire un grand merci parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça des patrons. Voilà, merci.